Notre invité aujourd'hui est un parlementaire européen. Sa réaction à la dernière résolution européenne sur la situation des journalistes au Maroc fustige l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes du Maroc. Elle a pointé les doigts sur les contradictions qui entachent le texte hostile au Maroc. L'eurodéputé Martine Thierry, merci d'être parmi nous. Alors que depuis 25 ans, aucune résolution n'a été émise ce 19 janvier 2023, des résolutions européennes ont été votées sur la liberté de presse au Maroc. Parce que le journaliste M. Radi, Souleymane Rissouni et Toufiq Bouachrin ont été incarcérés pour violences sexuelles. Le Parlement européen a appelé Rabat à respecter la liberté de presse et des médias en demandant la libération des journalistes incarcérés. Pourquoi le Parlement européen s'implique dans les affaires marocaines et les allégations contre ces journalistes sont-ils fausses? Selon vous, quelle devrait être la position du Parlement européen dans cette affaire extra-européenne? Alors vous savez, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de résolution depuis 25 ans, ce n'est pas exactement le cas. Parce qu'en réalité, quand le Parlement européen vote des résolutions concernant le Sahara occidental en 2009, 2010, 2021, c'est quand même des résolutions, quand on voit leur contenu, contre le Maroc. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est la première fois depuis longtemps qu'une résolution concerne typiquement l'état du Maroc est discutée. J'avoue que comme beaucoup de mes collègues, on a été assez surpris parce qu'en réalité, c'est une affaire qui a été jugée par la justice marocaine. Est-ce que le journaliste Omar Hadi est coupable? J'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je sais d'abord, c'est quand même qu'il y a une femme qui a osé l'accuser, et vous savez comme moi que quand on a, pour quelqu'un qui a été victime de viol, il faut être assez courageux pour oser le dire, surtout dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc, deuxièmement, il y a une justice qui a fait quand même une enquête et qui l'a condamné. Donc pourquoi la justice marocaine aurait tort? C'est parce qu'il est journaliste. Excusez-moi, mais regardez en France, malheureusement, il y a un certain nombre de journalistes qui sont impliqués aussi dans des affaires de mœurs, de viol. Les journalistes sont des hommes comme les autres, ou des femmes comme les autres. Voilà. Donc pourquoi cette résolution? On voit quand même qu'il y a une offensive contre le Maroc qui est conduite depuis un certain nombre de temps. Entre autres avec à la manœuvre un groupe autour du Polisario, enfin, pour soutenir le Polisario qui est dans ce Parlement. C'est assez original. Donc oui, il n'y a pas eu de résolution contre le Maroc pendant longtemps. Mais de là à dire qu'au sein du Parlement européen, il n'y avait pas un groupe qui ouvertement agit contre la politique du Maroc en prenant le parti de l'Algérie, eh bien, je n'irai pas jusque-là. Il y a un intergroupe qui s'appelle Sahara occidental, qui soutient évidemment les revendications du Polisario. L'affaire Qatargate en fin 2022, le Maroc est encore pointé du doigt après le Qatar pour avoir exploité et versé des pots de vin à certains députés européens en faveur de litiges étatiques entre l'Algérie et le Maroc, quant au Sahara marocain. À ce jour, savez-vous nous dire quelle est la réalité des faits de l'état d'avancement de cette affaire? Quel est réellement l'intérêt entre le Maroc et le politicien européen et quel est son but? Vous savez, pour le moment, cette affaire est dans les mains de la justice belge et pas du tout dans les mains des organes qui, normalement, sont chargés de chasser la corruption au sein du Parlement européen. Et puis, vous le savez, au Parlement européen, on a une commission présidée par M. Glucksmann qui est chargée de débusquer les ingérences. Eh bien, je constate qu'ils ont cherché là où ils avaient envie de chercher, sur l'Inde, sur la Chine, sur la Russie, mais jamais sur le Qatar. Or, cette affaire, ne l'oublions pas, a été dévoilée grâce au travail, on peut les remercier, de la police belge, puisqu'à l'origine, plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, je ne sais plus, ont été trouvés chez une vice-présidente socialiste du Parlement. Et depuis, on trouve à nouveau de nouveaux faits. Je constate plusieurs choses. D'abord, on essaye de mélanger les affaires. Vous savez, il y avait un ministre de l'Intérieur célèbre en France qui s'appelait Charles Pasqua, qui disait: quand vous êtes embrouillé dans une affaire, créez une affaire dans l'affaire pour que l'affaire, et puis à la fin les gens s'y retrouvent plus. C'est pas une affaire Qatar-Maroc, c'est une affaire Qatar, premièrement.
remettons quand même les choses dans leur importance. C'est une affaire Qatar, avec là une corruption évidente, je le répète, des sommes d'argent énorme, et d'autre part une politique de la Commission des droits de l'homme qui, jusqu'à présent, étrangement, a été finalement alignée sur la politique du Qatar. Après, il semblerait qu'il y ait eu des nuits offertes dans un hôtel célèbre à Marrakech. C'est pas très malin. Mais ça ressemble plus, pardonnez-moi, à une initiative maladroite de quelqu'un qui peut-être a voulu trop bien faire qu'un réseau organisé pour le moment. Voilà. Et puis ne mettons pas sur le même pied des centaines de milliers de dollars ou d'euros, qui seront peut-être des millions dans quelques semaines, et 2 ou 3 nuits d'hôtel. Donc c'est avant tout une affaire aujourd'hui sur le Qatar en première j'allais dire, niveau. Après, moi j'attends de savoir de quelle manière le Maroc est impliqué, mais pour le moment, à part cette histoire de nuit à la Mamounia, excusez-moi, c'est assez léger. Et puis il y a une tradition d'hospitalité où quand vous accueillez des délégations étrangères, vous les recevez un jour ou deux correctement. Voilà. Donc c'est pas malin, c'est pas très futé, il faut pas le faire. Mais de là à mettre ça au même niveau que le Qatar, on voit très bien qu'il y a, comme le disait Charles Pasqua, l'occasion de créer une affaire dans une affaire pour qu'à la fin, plus personne n'y comprenne grand-chose et qu'on parle de l'affaire Qatar-Maroc, alors que c'est avant tout l'affaire Qatar. Voilà. Et deuxièmement, vous savez, s'il y avait eu un réseau tellement efficace du Maroc, eh bien, je pense et qui avait corrompu le Parlement européen, je pense que les résolutions qui ont été votées pendant des années, que je mentionnais tout à l'heure, en faveur du Front Polisario, elles n'auraient jamais été votées. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'effet de ce fameux réseau que certains voudraient à tout prix créer. Voilà, il y a eu une maladresse. Je le regrette. C'est pas renouvelé, c'est pas voilà, mais c'est pas des centaines de milliers d'euros donnés à une vice-présidente du Parlement. Et je le répète, quand je vois les résultats, eh bien ça laisse plutôt entendre que ce qu'a fait le Maroc n'a pas eu beaucoup d'influence. Pourquoi ces affaires concentrent d'un coup en cette période précise sur le Maroc? Est-ce que programmé par l'Union européenne entière, ou est-ce que la volonté de quelques pays européens implique des séparatistes et des pro-Polisario? Les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont-ils ébranlables, ou ces décisions politiques nous mèneront dans l'avenir en matière de coopération politique, économique, commerciale, technique et de développement? Écoutez, d'abord, je trouve que le dernier événement dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc, c'est la visite du commissaire hongrois, et qui a été un succès, d'après ce que je vois dans la presse marocaine et d'après ce que j'entends ici à Bruxelles. Donc ça prouve que nos relations, je l'espère, ne sont pas aussi exécrables que certains le rêveraient. Deuxièmement, je pense que les relations avec la Commission européenne sont plutôt bonnes. Les relations avec le Parlement européen sont assez compliquées. Mais parce que par moments, je crois que le Parlement européen confond aussi son rôle. Voilà. Je le répète, on n'est pas une ONG, on n'est pas une instance de justice. Il y a des autorités légales, constitutionnelles au Maroc. Le Maroc est un État solide. Voilà, on n'a pas à se substituer ou à juger les autres. Après, moi, en tant que Français, ce qui me touche beaucoup plus, c'est le malaise qu'il y a dans les relations actuelles. Voilà, le malaise qu'il y a dans les relations actuelles, qu'Emmanuel Macron essaye d'éviter. Vous avez vu ces déclarations que, visiblement, dans l'entourage au plus haut niveau au Maroc, on est plus franc. On dit qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a un vrai problème. Moi, je le regrette, parce que d'abord, le Maroc est certainement, dans le bassin méditerranéen, notre relation la plus constructive, la plus sûre, la plus fiable. Et je pense que jusqu'à présent, il y avait, même s'il y a eu quelques crises dans le passé, de vraies relations de respect et de sympathie entre nos deux États. Je pense qu'il faut les restaurer très vite. Mais pour les restaurer très vite, il faut aussi respecter les préoccupations des uns et des autres. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'on a l'impression qu'en France, M. Macron a un tropisme où il veut à tout prix un accord avec le gouvernement algérien.
Voilà. Qu'on cherche à se rapprocher de l'Algérie pour un État comme la France qui a une histoire douloureuse avec l'Algérie, c'est normal. Mais de là à épouser, à partager toutes ces préoccupations et à se mettre sur une ligne politique qui est celle du gouvernement algérien, en oubliant nos amis historiques, je pense que c'est une erreur. Donc, dans le bassin méditerranéen, notre relation privilégiée, à mon avis, parce que c'est la plus solide, parce que c'est la plus crédible, j'ai presque envie de vous dire la plus sincère, c'est avec le Maroc. Moi, j'émets le vœu que cette relation revienne rapidement. J'ai vu les propos de l'ambassadeur de France, M. Le Couturier, que j'ai connu dans un autre pays puisqu'il était ambassadeur en Australie. C'est un bon ambassadeur, c'est un bon diplomate. Je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'il réussira à restaurer cette relation. Mais il faut qu'au plus haut niveau français, on le veuille et qu'on ne décide pas de s'allier sur ce que souhaitent les généraux à Alger. L'affaire Pegasus en 2021, Amnesty International a fait appel à la plus grande prudence contre le Maroc, l'accusant de faire usage du programme Pegasus, sans aucune preuve tangible jusqu'à présent. Alors que le Maroc s'est défendu et a fourni des preuves, pourquoi le Parlement européen continue de débattre cette question? Le Maroc est-il réellement impliqué? Sinon, d'où viennent ces fausses informations? Dans quel but? Quel est votre point de vue sur ce sujet? Alors vous savez qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur le sujet. Et la commission a rendu un pré-rapport. Maintenant, entre membres de la commission, ils discutent pour le texte définitif. Donc tout ça est vraiment prématuré. À l'heure actuelle, il n'y a aucun rapport officiel qui accuse ouvertement le Maroc et il faudra voir que dit le rapport définitif. Des membres qui ont participé à cette commission, il semble que les preuves ne soient pas évidentes. Et en plus, quand on auditionne quelqu'un comme Aminatou Haïdar, qui est une activiste évidente du Polisario et qui est là pour accuser le Maroc, on se dit quand même que par moment, les accusations d'Amnesty International, bien sûr qu'il faut les étudier, mais ce n'est pas parole d'évangile. Et que... attendons les conclusions de ce rapport, attendons de voir aussi si ces conclusions sont étayées, appuyées sur des faits incontestables. Vous savez, dans la justice française, et je pense dans les justices qui se respectent comme la justice au Maroc aussi, il y a la présomption d'innocence. Pour le moment, aucune culpabilité n'est prouvée. Et d'autre part, voilà, moi j'ai un profond respect pour les organisations non gouvernementales, mais ce n'est pas encore elles qui font la justice ni la vérité systématiquement. Moi je suis un nostalgique j'ai envie de vous dire, de la politique méditerranéenne. Mais j'hésitais parce qu'en réalité, la politique méditerranéenne, ça a été un rêve et un discours de Nicolas Sarkozy, mais malheureusement, ce n'est pas allé très loin. Voilà. Il y a toujours une assemblée de l'Union pour la Méditerranée, mais quand on discute avec ceux qui y participent, ils vous disent honnêtement que c'est sympathique, mais qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. Et donc, comment je vois les relations à l'avenir? Moi, je crois qu'il y a des pays qui ont un intérêt vers l'est de l'Europe, d'autres ont un intérêt au sud de l'Europe. Voilà, c'est la géographie. On ne la changera pas. On ne changera pas nos voisins. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'au sein de l'Union européenne, il n'y en a que pour... Malheureusement, à cause du drame ukrainien et de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne est omnibulée et met tous ses moyens en une seule direction. Moi, je n'oublie pas que le meilleur moyen, par exemple, de lutter contre l'immigration, c'est de faire en sorte que l'Afrique se développe et que les gens aient envie de rester chez eux et trouvent un boulot chez eux. J'oublie pas qu'on a des intérêts communs, par exemple, qui sont la lutte contre le terrorisme et que le Maroc, d'ailleurs, a une attitude avec ses services extrêmement constructive, efficace et coopérative. Donc, la formation que je représente n'oublie pas qu'on doit développer une politique européenne. Une politique méditerranéenne, et que l'avenir de l'Europe, il est pour certains à l'est et pour d'autres au sud. Et à l'avenir, je pense que c'est cette relation avec les pays du Maghreb, au premier rang bien sûr le Maroc, qu'on doit restaurer, développer, parce que j'oublie pas que la croissance démographique aujourd'hui est du côté de l'Afrique. J'oublie pas que le Maroc a une politique extrêmement courageuse en matière de lutte contre l'immigration et qu'on doit coopérer avec.
J'oublie pas que le Maroc montre aussi un exemple en termes de développement économique, tout en respectant ses traditions. Et donc, c'est peut-être aussi dans cette coopération qu'on doit développer dans un intérêt mutuel. L'intérêt du Maroc, l'intérêt de la France, mais aussi, moi je rêve d'un continent africain où l'essor de l'Afrique se fait vraiment. Ça fait 20 ans que j'entends parler de l'essor de l'Afrique. Mais malheureusement, quand je vois le nombre d'Africains qui viennent en Europe pour essayer de mieux vivre, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Donc l'avenir de nos relations ne peut passer que par une vraie politique méditerranéenne et africaine au niveau de l'Union européenne. Et pour cela, il y a 2 ou 3 leaders naturels. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Allez, c'est les 4 pays qui, au premier rang, sont impactés par cette pression migratoire. Voilà, je pense que c'est aussi à ces 4 pays, par moment, de prendre un peu le leader. Vous savez, les pays de l'Est de l'Europe se sont organisés entre eux. Les pays du Sud ne se sont jamais organisés entre eux. C'est peut-être à nous de nous réveiller.